Bon, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire proposé par les éditions Vuibert autour du livre de Valentin Brunella. La semaine prochaine, je démissionne, mode d'emploi pour imaginer le nouveau chapitre de sa vie. Un livre frais qui nous amène à réfléchir au concept de travail et au rapport qu'on entretient avec lui. Vaste sujet, n'est-ce pas Valentin? Je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec toi autour d'un sujet donc, qui a beaucoup de sens qui prend, enfin, en tout cas de l'ampleur en ce moment, en des temps incertains où on rêve beaucoup de changements, mais également de sérénité. Tu répondras à pas mal de questions. La vraie vie est-elle ailleurs qu'au travail? Est-il temps de passer à autre chose? Peut-on encore s'épanouir et Mhm. s'émanciper au travail? Voilà, beaucoup de questions importantes et dont chacun va pouvoir débattre avec Valentin dans la deuxième partie du webinaire. Je vous explique rapidement le déroulement justement. Le webinaire va durer à peu près 45 minutes. Valentin va faire une présentation de 30 minutes autour de son Maximum. livre, maximum, voilà, de son livre, et suivi d'à peu près une quinzaine de minutes d'échange avec vous autour de vos questions, vos remarques. Voilà. Donc, pensez à bien couper vos micros et si vous voulez remonter vos questions dans le chat, c'est possible enfin, tout du long. On essaiera de répondre au maximum de questions. Voilà, donc Valentin, peux-tu te présenter? Qui es-tu et pourquoi as-tu écrit ce livre, tout d'abord? D'accord. Bah déjà, bonjour à tout le monde. Moi, je suis hyper content de pouvoir présenter le livre, ce qui n'est pas évident en ce moment avec le confinement, avec le fait que, au final, on peut pas faire d'événements en librairie. Et donc, le média le webinaire reste un bon moyen de pouvoir partager avec vous ce qu'il y a dans ce livre. Donc, pour que je me présente rapidement, parce que finalement, moi, n'a pas trop d'importance, mais en gros, je suis ingénieur. Depuis 6 ans, je blogue. J'ai un blog sur le travail sur Mediapart et sur LinkedIn. Et puis, en réalité, ça fait depuis que j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire depuis 8 ans, que je me pose la question, quelle est ma place au travail? Et donc, j'ai essayé beaucoup de choses, de différents postes, dans différents types de structures. Et en tant que salarié, freelance, auto-entrepreneur, dans des grands groupes, dans des petites boîtes. Bref, j'ai essayé plein de choses pour essayer de trouver du sens à ma vie et finalement à mon travail. Et finalement, on est ressorti ce livre que j'ai écrit, qui est sorti le 1er septembre dernier, qui est en fait une éthique du travail. C'est-à-dire quelles sont les valeurs et les principes qui devraient diriger mon rapport au travail pour me permettre de me sentir bien au travail. Euh, donc voilà. Bon, je vais directement un petit peu sur le fond du livre. L'idée, c'est que ça dure pas trop longtemps, la présentation. C'est juste pour essayer de présenter les idées clés qu'il y a derrière ce livre et qui permettront d'engager la conversation juste après le webinaire. Donc, en gros, trois grands axes sur que faut-il faire quand on ne s'y retrouve plus dans son job. Trois grands axes, comprendre ses souffrances, mettre des mots sur ses souffrances, démystifier les alternatives et repenser son rapport au travail. Donc j'y reviendrai au fur et à mesure. Alors, comprendre ses souffrances. Euh, alors déjà aussi, c'est comprendre qu'on n'est pas tout seul à souffrir, parce que très souvent, on a tendance à intérioriser la responsabilité de ses souffrances et à s'imaginer assez seul dans ses souffrances. Donc là, je vous ai sorti quelques chiffres sur les souffrances au travail, dont sans doute un qui me paraît hyper important, c'est 75 pour 75% des Français. Le mot stress est le mot qui décrit le mieux la façon dont ils vivent leur travail. Alors, je voulais aussi donner quelques autres chiffres qu'il n'y a pas ici sur le moment particulier qui est le confinement. C'est-à-dire que sur France Culture, il y a Marion Leboyer, qui est psychiatre, qui est passée sur la matinale de France Culture et qui donnait ces quatre chiffres qui font un petit peu froid dans le dos. C'est-à-dire qu'un salarié sur deux est aujourd'hui en détresse psychologique. On a une augmentation de 20% des troubles anxieux, de 20% des idées suicidaires et de 30% de dépression sévère. Donc, c'est que on peut affirmer que on est nombreux à souffrir du travail, surtout en ce moment. Et donc, je pense que c'est d'autant plus important en ce moment de se poser la question de la place du travail, du sens qu'on lui donne. Et c'est tout l'objet de ce webinaire. Alors, la première étape, je pense que c'est bien de pouvoir mettre des mots sur ses souffrances. Euh,
donc, une fois qu'on a vu un peu quels étaient les symptômes, il faut aussi s'interroger sur les causes. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas communiquer un petit peu entre nous, mais voilà, un peu, j'ai essayé de réunir, et c'est ce qui est dans mon livre, les, les grandes causes des souffrances des individus. C'est-à-dire le fait, alors qui sont très très différentes et qui sont parfois liées au métier, c'est-à-dire le fait de s'ennuyer à mourir dans son métier ou d'y voir aucun sens, de devoir être dirigé par... certaines personnes sont presque dirigées par des progiciels, donc ils suivent des processus et ils ont l'impression de n'être que le rouage d'une machine, quoi. Parfois, les souffrances sont liées à l'environnement de travail, avec des managements hyper agressifs, avec comment, un peu l'enfer des open space, c'est-à-dire qu'on nous a longtemps vendu l'open space comme un moyen de collaboration, d'innovation. Et en réalité, l'open space, pour l'entreprise, ça a été des économies pour pouvoir mettre plus de gens dans moins de surface. Et puis le résultat, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer, parce que c'est vrai que c'est intéressant la collaboration, mais si vous voulez, avant de collaborer, il faut avoir un petit peu potassé seul, et puis bon, bah, les moments de collaboration, ils sont à certains moments. Euh, et puis, je pense que si le troisième type de souffrance, elle est souvent liée à, et là on le voit beaucoup en ce moment, à l'équilibre professionnel et personnel. Et d'ailleurs, c'est une des grandes revendications post-Covid, c'est que les gens veulent plus de temps pour eux, alors soit via le télétravail, soit via travailler moins, enfin, en tout cas, mais veulent plus de temps pour eux. Euh, donc voilà un petit peu, bon, il y en a d'autres, hein, le langage abscon et tout ce qu'on dit autour de la liberté, de la responsabilité, de l'autonomie des individus en entreprise. Bon, j'en reparlerai juste après. Alors maintenant, ce qui est important, ou en tout cas, ce que je pense qui est assez capital de se poser comme question, c'est qui est responsable. C'est-à-dire, est-ce qu'on est malade de notre incapacité à supporter le travail, c'est-à-dire est-ce qu'on est responsable de nos malheurs, ou est-ce que c'est autre chose? Et ça, je pense, c'est assez important parce que avec la plupart des gens avec qui je discute autour de leur rapport du travail, ils se sentent souvent énormément coupables de leur malheur. Donc on va voir un petit peu. Euh, donc moi, mon hypothèse, c'est que c'est pas tant l'individu qui est malade, c'est le système qui est malade. Et je pense on le voit en ce moment, hein. Alors là, je vais parler d'un point en particulier parce que je pense qu'on entend beaucoup les problèmes les problèmes de l'entreprise et à quel point le système est malade, mais je voulais focaliser sur un élément, c'est-à-dire que l'entreprise serait en quelque sorte devenue un produit. Je pense que pendant longtemps, l'entreprise vendait des choses assez pragmatiques, hein, c'est-à-dire quand je dis vendait, c'est vendait aux salariés euh, une carrière potentielle à l'international, une bonne paye, une évolution de carrière. Et depuis quelques années, ce système a muté, s'est modifié, et l'entreprise s'est un peu transformée en un iPhone qui ne vend plus ses fonctionnalités, mais vend toute la symbolique qu'il y a derrière. Et donc les nouvelles, et du coup, qui a fait l'entreprise a fait plein de nouvelles promesses qui sont pas aussi palpables et qui sont pas aussi palpables que celles qu'il pouvait y avoir avant. Donc par exemple, les promesses de bonheur et de bien-être, les promesses d'autonomie et de responsabilité des salariés, qui vont de fait être plus heureux, d'être plus autonomes, plus responsables. En tout cas, c'est ce que nous vend l'entreprise. On ne parle plus de salariés dans l'entreprise, on parle de collaborateurs, comme si les rapports de force avaient changé au point de pouvoir justifier cet abus de langage. On nous parle de suppression des hiérarchies. Pourtant, on n'est quand même pas les derniers décideurs en général. Et on parle du travail qui a un sens. C'est-à-dire que les entreprises, depuis quelques années, s'évertuent à se découvrir des valeurs et s'évertuent à essayer de trouver un sens parmi leurs activités. Alors, leur grande, leur grande idée, c'est de communiquer sur 5% de l'activité pour montrer à quel point ils sont innovants, à quel point ils sont agiles, à quel point, etc. Et en fait, ce qu'on peut voir, alors là, j'ai pris quelques photos venant de Welcome to the Jungle. Ce qu'on peut voir, c'est que l'entreprise qui est devenue un produit,
elles utilisent les mêmes moyens de communication et de marketing que ceux qui vendent des iPhones, que ceux qui vendent des ordinateurs, etc. Donc, on a l'impression que dans l'entreprise, la nouvelle entreprise qu'on nous vend, tout le monde est heureux, tout le monde est super heureux de bosser. Donc, on voit tout le monde tout sourire, on voit tout le monde en train d'applaudir en permanence. Et si vous voulez, il y a presque une… C'est-à-dire que l'image de l'entreprise est biaisée. On nous a formaté une image de l'entreprise fausse, où tout le monde serait heureux de bosser. Et du coup, ça crée une désillusion du salarié. Parce que je pense que le grand mot du travail, les grandes souffrances du travailleur moderne, c'est qu'il souffre des représentations de ce que peut être le travail. Euh, et pour essayer d'achever de vous convaincre, je pense que de la même manière, on peut faire le parallèle avec à quel point on a pu souffrir, alors moins maintenant, mais encore, à quel point on peut souffrir des représentations de ce qu'est le normal, du corps normal, de ce qu'est la vieillesse, ou l'absence de vieillesse, hein, surtout dans les magazines de mode. On a l'impression qu'à 60 ans, on a encore le corps d'une jeune femme, d'une jeune fille ou d'un jeune homme, et des tablettes de chocolat du début à la fin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, l'idée capitale, je pense à retenir à ce niveau-là, c'est que on est malade de nos représentations de ce que peut être le travail. Bon, moi, je vous invite à vous poser la question de vos souffrances et surtout de leurs origines. C'est-à-dire de quoi pensez-vous souffrir? Est-ce que vous avez l'impression de faire un job à la con? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps pour votre vie personnelle? Est-ce que, voilà, et de savoir, d'essayer de vous poser la question, quel est le responsable de ces souffrances? On peut aussi parler quand même dans toutes ces questions-là, il y a aussi la question de l'utilité et d'autant plus en ce moment, enfin en tout cas depuis le premier confinement, où on a questionné qui était utile ou pas dans la société, quel travail était ou non utile, mais d'autant plus, je pense que ça fait ressortir chez les gens ce questionnement assez violent, mais de est-ce que mon poste, est-ce que moi, dans l'entreprise, je suis utile ou pas? Ça fait partie Ah bah peut-être tout des à fait. questions que les gens peuvent se poser là, Ah bah, maintenant. il se pose la question de l'utilité et ouais, de se dire, est-ce que peut-être que si je faisais un travail manuel, parce que là c'était un peu, est-ce que si je faisais un travail manuel, est-ce que je serais plus utile? Alors ça pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'on fait des métiers du tertiaire dans des métiers qui sont inutiles? Bon, avec la massification de l'éducation, du supérieur et le fait que, bah, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un travail manuel, ça peut être pénible physiquement. Comme David Graeber le disait, c'est en général les boulots les moins bien payés. Euh, donc, le questionnement est intéressant. Et après, il faut voir dans la réalité comment ce questionnement peut s'articuler avec… parce que pourquoi pas quitter son boulot de manutentionnaire d'information, on passe son temps à remplir des tableaux Excel. Mais ensuite, est-ce que le jour où je deviens fleuriste, je vais nécessairement être plus heureux? Bon, c'est une question. Ou restaurateur. Il y a une grande mode quand même, en tout cas à Paris, c'est de se dire je vais ouvrir un restaurant parce que ça fait plus sens le métier de bouche, le fait de faire quelque chose de concret. Et puis les gens se rendent assez vite compte que bah, être restaurateur, c'est travailler aux horaires où d'habitude on se repose, c'est être pas bien payé. On commence au SMIC et on termine à 2500 € quand on est chef. Bon, du coup, ça pose la question l'utilité, mais au service de quoi? Euh, donc après, c'est de poser la question de ces souffrances au travail. Je pense qu'il faut aussi se poser la question euh, de alors, c'est un peu ce que tu disais, Pauline, quoi. C'est-à-dire, ça va pas dans mon travail, ou en tout cas, je souffre. Mais c'est se dire vers quoi je veux aller. Et surtout, ne pas chercher le job de ses rêves. Quand je dis ne pas chercher le job de ses rêves, c'est que souvent, il y a une sorte de syndrome Tinder, c'est-à-dire, on se dit toujours, c'est plus sympa ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, notamment en se disant, mais si je quittais mon boulot pour aller élever bon, le cas le plus extrême, si je quittais mon boulot pour aller élever des chefs dans le Larzac, c'est sûr que ça ira mieux. Si j'allais travailler dans une start-up, nécessairement, j'y trouverais du sens. Si j'allais travailler en freelance, nécessairement, je serais plus libre. Bref,
on a un tas d'alternatives et on a un tas d'illusions et de mythes sur ce que peut être ces alternatives. Donc je pense qu'une deuxième étape, après avoir mis des mots sur ces souffrances, c'est de se poser la question, quelles sont vraiment ces alternatives? Donc là, je voulais vous en parler de trois assez rapidement. J'ai parlé justement du travail manuel, de ce qui peut être, réellement, c'est-à-dire un boulot sympa mais moins bien payé et plus dur physiquement. Donc à soi de se poser aussi la question de ce qu'on veut. Euh, Travailler en start-up, alors je ne sais pas si parmi vous certains ont déjà travaillé en start-up ou rêvent de travailler en start-up. Bon, la start-up, c'est comment dire, on peut être assez rapidement désillusionné parce que dans la start-up, on vous promet un sens et le prix à payer de ce sens, c'est soit le salaire, soit les horaires de travail et souvent les deux. C'est-à-dire travailler beaucoup pour pas grand-chose. Et là, récemment, je discutais avec une amie qui travaille dans une start-up et le confinement, ça a été assez révélateur. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que, parce qu'elle, elle adorait ça, elle n'arrêtait pas de me dire c'est génial, etc. Mais elle s'est rendue compte que, en fait, une des seules choses qu'elle trouvait vraiment géniale, c'était d'être dans un environnement dynamique et stimulant avec des gens vraiment sympas, avec qui elle s'entendait particulièrement bien. Mais elle se rend compte aussi que ça fait 2 ans qu'elle travaille en start-up et ça fait 2 ans qu'elle n'a plus le temps, elle a plus le temps le soir, ni l'énergie de faire. Avant, elle faisait des ateliers de céramique, elle avait le temps de faire un tas de choses et elle avait plus le temps, elle a plus le temps de faire ça. Alors qu'avant, elle travaillait chez Engie dans un grand groupe qui était certes très sclérosé, où elle s'ennuyait, mais où au moins elle avait du temps en dehors. Bon, bref, passons sur la démystification des alternatives. Je pense que de manière générale, il faut. Donc là, je vous ai mis une citation de Mona Chollet qui en gros nous dit les autres nous apparaissent dans l'évidence d'une présence pleine, entière, sans que nous puissions soupçonner ce qui les agite intérieurement. Donc je pense que il faut, parce que les magazines, les Madines, les Welcome to the Jungle, etc., ont un petit peu diffusé l'idée générale que, comment et ce qui est pas tout à fait faux, hein, mais que les entreprises font tout pour le bien-être et le bonheur des salariés. Des salariés posent tout sourire sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas de raison de penser que qu'on ne devrait pas être heureux en entreprise. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question de euh, comment nous apparaissent les personnes qu'on voit travailler et quelle est la réalité derrière. Je pense qu'il ne faut pas soupçonner, enfin, il ne faut pas imaginer, j'imagine que vous n'allez pas crier sur tous les toits à tout le monde quand vous êtes en souffrance au travail. C'est quelque chose qui est assez intime. Donc je pense qu'il faut prendre du recul là-dessus. Alors, selon moi, la clé, surtout en ce moment, parce qu'en période de crise, euh, tous les beaux projets qu'il y avait sur le bien-être, sur la collaboration, vont se stopper. Ce qui va se passer aussi, c'est que les entreprises sont en ce moment sous perfusion de travail de, 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 de chômage partiel. Et quand ça va s'arrêter au premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine, bon, il va y avoir une vague de licenciements. Ça paraît à peu près certain. Donc je pense que, comment dire, c'est le moment d'imaginer un rapport au travail qui soit aussi en accord avec euh, le temps de crise et puis ouais, le moment présent. Donc je voulais vous partager, alors je pense que c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire quel rapport au travail on peut entretenir, quel rapport peut-on entretenir avec le travail dans notre société. Alors je pense qu'on passe un peu par tous ces rapports là que vous voyez à l'écran, donc le rapport passionnel qui est une sorte de moyen d'épanouissement, le rapport sacrificiel, le moyen d'accomplissement, un rapport assez passif voilà, qui est un moyen de vivre, et puis un rapport émancipateur qui est un moyen d'émancipation. Donc je sais pas vous, mais moi je suis passé par un peu tous ces rapports au travail, en espérant toujours être dans un rapport passionnel, c'est-à-dire d'être amoureux de mon métier, ne pas voir le temps passer. Et finalement, après 8 ans de travail, j'ai jamais réussi. Et donc, j'ai décidé de faire euh, le deuil de ce rapport passionnel. Et je vous expliquerai pourquoi, pour adopter un rapport émancipateur au travail. Euh,
Alors, pourquoi un rapport émancipateur et pourquoi pas un rapport passionnel? C'est parce que je me suis rendu compte que au travail, s'épanouir, c'est-à-dire euh, être pleinement heureux, bah, ça m'était quasiment impossible parce que quel que soit mon métier, j'étais jamais en fait libre. C'est-à-dire pour moi, le travail, c'est un temps contraint, des heures contraintes, mais ce qui est normal, contre un salaire, il y avait un lien de subordination. Euh, donc ça, je vais vous présenter rapidement mon rapport au travail émancipateur et qu'est-ce que ça signifie. Alors, tous les rapports au travail sont légitimes, mais je pense que celui-ci permet, en tout cas au mieux, de se protéger dans ce moment de crise et mettre du sens en dehors du travail, c'est-à-dire voir le travail comme une finalité, comme un moyen au service d'autres finalités. C'est-à-dire le travail n'est plus une finalité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus. Donc mon rapport au travail aujourd'hui, c'est que je cesse de me torturer avec l'idée que le travail devrait me rendre heureux. Et néanmoins, on travaille tellement dans la semaine, dans l'année et dans la vie que je pense qu'il faut quand même y prendre du plaisir. Alors, tout ça parce que j'ai admis que en fait, j'étais pas totalement libre d'être et d'agir en entreprise et que je travaille en fait en contrepartie d'un salaire. Euh, et du coup, pour moi, le travail, euh, c'est un moyen d'avoir les moyens, ça me permet d'avoir les moyens financiers de satisfaire mes besoins, mes désirs et mes aspirations. Je parlerai des aspirations juste après. Je mets des limites claires entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et pour ça, j'utilise notamment mon contrat de travail et le droit du travail. Et du coup, je suis bien plus qu'un travail et je peux me réaliser ailleurs. Donc, après avoir dit ça, c'est bien beau de se dire qu'on est plus qu'un travail et qu'on peut se réaliser ailleurs, mais faut-il encore avoir des choses dans lesquelles se réaliser? Mais en fait, je me suis retrouvé personnellement un peu bloqué. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que j'ai pas envie de me limiter, j'ai pas envie que mon travail soit ma seule source d'épanouissement, mais par contre, j'ai pas de passion. Bon, mais sans passion, c'est compliqué. Et c'est là que j'ai entamé une réflexion pour faire émerger mes aspirations, qui sont mes désirs de faire et d'être en fait dans ce monde. Donc, je vous donne comment, quelques idées d'aspiration, de pas comment on les fait émerger, mais du coup, de comment des aspirations peut être un des sens de mon travail, notamment aujourd'hui. Bah, par exemple, bon, j'en ai pris quelques-uns qui sont les miens. Moi, par exemple, mes passions, c'est de fabriquer, de réparer des vélos, c'est d'écrire et de dessiner, c'est de faire du mountain board. Et en fait, du coup, mon travail, qui devient un moyen et qui n'est plus une finalité, du coup, je me déculpabilise du fait de plus être heureux au travail, mais parce que dans mon rapport au travail, j'ai fait le deuil du fait que j'avais envie d'être heureux. Bon, certes, je veux y prendre du plaisir. Euh, et donc, ce qui me permet de... Parce que cet autre rapport au travail m'a permis d'envisager le travail autrement, c'est-à-dire, par exemple, j'ai travaillé 2 ans en temps partiel, à 4 jours par semaine, pour pouvoir avoir les moyens, enfin, le temps nécessaire pour pouvoir écrire ce bouquin, pour pouvoir dessiner, de décider à un moment de quitter le monde du travail pour pouvoir, pendant 6 mois, faire des découvertes, de me dire que bah, moi j'ai besoin d'argent pour pour réaliser une aspiration qui coûte un peu plus cher, bah, de travailler d'arrache-pied pendant 6 mois, un an. C'est-à-dire que mon rapport au travail conditionne euh, comment dire. C'est-à-dire que je vais chercher un travail en fonction de mes aspirations et puis en fonction de la recherche d'un bonheur dans le travail. Euh, donc voilà pour terminer, parce que là ça fait déjà plus de 20 minutes. Oui. Euh, donc pour moi, le bilan de qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne se sent plus bien au travail en ce moment, c'est hyper important de mettre des mots sur ses souffrances, parce que comme chez le psy, mettre des mots sur ses souffrances, c'est la première étape pour guérir. La deuxième étape, c'est d'identifier l'origine de ces souffrances pour enfin se déculpabiliser, parce que c'est légitime d'avoir un rapport au travail. Alors c'est légitime, mais c'est pas évident. C'est pas évident de dire au travail, bah moi le travail c'est pour gagner ma croûte et puis pour faire d'autres choses à côté. Et surtout,
je pense que le plus important, c'est de repenser son rapport au travail pour qu'il corresponde à ce qu'on peut réellement y trouver. Et aussi pour s'en protéger. Et pour se protéger de, de l'entreprise produit dont je parlais tout à l'heure, qui a un peu envahi, notre image enfin, notre intellect de l'image de ce qu'on se fait, de ce que pourrait être ou ce que devrait être l'entreprise et ce qu'il pourrait apporter aux salariés, donc à nous. Voilà, voilà. Merci Valentin. Je précise que dans l'ouvrage, je ne sais pas si les personnes qui écoutent là, est-ce que si vous l'avez lu ou si voilà, vous souhaitez le lire, ce qu'on espère. En tout cas, il y a une partie, un troisième acte où Valentin propose des exercices justement pour trouver vos aspirations, arriver un peu à décrypter aussi vos besoins. Donc c'est un ouvrage assez pratique et justement l'idée de cet échange à venir, c'est que Valentin puisse aussi conseiller certaines façons de repenser les choses, si vous êtes perdu, si vous êtes en perte de sens, si vous avez voilà, un point de blocage. Donc, allez-y, proposez vos questions dans le chat, on vous écoute. Moi, je pense qu'en tout cas, vous l'aurez compris, je rajoute juste un petit élément, je pense que vous l'aurez compris. Moi, mon idée, c'est pas de faire... enfin, je pense pas avoir écrit un bouquin de développement personnel où l'idée, c'est d'aller chercher en soi toutes les clés de son bien-être, de son bonheur, mais plutôt d'essayer de critiquer assez méthodiquement ce qu'est le travail, ce qu'il représente, et essayer de lui envisager à la fois d'autres définitions et d'autres finalités que ce qui est communément admis, parce que je sais que c'est pas évident. Moi, dans mon boulot, je me suis très souvent, parce que pour le coup, j'avais pas la langue dans ma poche, mais je me suis souvent, c'était compliqué d'assumer ce rapport au travail, où je disais que le travail, j'avais pas envie enfin, c'était pas ma source d'épanouissement première. Euh, alors, c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre, de poser les conditions de mon émancipation. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire qu'on a envie de s'épanouir par ailleurs. Malgré tout, quand on vous met des réunions tard le soir, tôt le matin, entre midi et deux, euh, enfin, qu'en gros, vous vivez l'enfer au travail, c'est compliqué de pouvoir réaliser ses aspirations. Et c'est pour ça que ce bouquin, notamment autour de ce concept de rapport au travail émancipateur, a pour but aussi de faire prendre des décisions sur le demain. C'est-à-dire, vous vous sentez pas bien au travail, quels sont les critères qui font que vous allez choisir telle ou telle entreprise? Bah, ça peut être aussi des critères liés au fait d'avoir du temps, euh, que le travail sera peut-être un peu moins stimulant, mais qu'en tout cas, ouais, vous ayez du temps pour réaliser vos aspirations par ailleurs. Bon, on a pas mal de questions, Valentin, qui remontent. Donc déjà, la question de Anne qui demande, qui te dit que déjà c'était très clair et qui te demande combien de temps a duré ton processus. Le processus, je me pose mes premières questions sur mon travail jusqu'à la prise de conscience et où tu en es aujourd'hui. Bah, les premières questions, je me suis posé au premier stage que j'ai fait quand j'avais 19 ans, où je me suis dit, j'étais en stage chez GLS, qui est en gros l'équivalent de FedEx, et où en gros je rangeais des colis dans des camions. Et c'est là où je me suis dit déjà, bon, le travail, mon premier contact avec le travail, premier contact assez dur, et je me suis dit surtout, bon, là j'ai aucune liberté, ni de penser, ni de choisir comment je vais faire la tâche. Il faut absolument que je persévère dans mes études, ce que j'avais quand même pas forcément envie, ou en tout cas, j'étais pas sûr d'avoir envie de faire des études. J'ai persévéré. Ensuite, premier contact avec le monde du travail jeune diplômé, où j'étais consultant, où là, je me suis dit, trop chouette. Donc là, quand vous avez vu là, les 4 rapports au travail dont je parlais tout à l'heure, au départ, j'étais dans ce rapport passionnel. J'avais envie d'être passionné par mon travail aussi parce que je suis sincère là-dessus, j'avais aucune passion à côté, donc si vous voulez, le travail était pour moi aussi la première opportunité de me sentir utile dans la société. C'est-à-dire, j'avais été étudiant, et là, d'un coup, j'étais travailleur, on me donnait de l'argent pour travailler, donc j'avais l'impression de me sentir utile. Et puis,
Et puis au fur et à mesure des souffrances et des mal-être que j'avais dans mon travail, je me suis dit. Et puis un événement personnel qui a remis tout à zéro, qui m'a fait me dire le travail, finalement, c'est rien par rapport à la vie, à tout ce que. Donc là, je me suis dit, je vais partir et je vais me poser, je vais aller tester d'autres choses. Et c'est là que j'ai travaillé en start-up, où je pensais que c'était vraiment le job de mes rêves et où c'était la grosse désillusion. J'ai travaillé en freelance, j'arrêtais pas de pas me faire payer. Enfin, c'était l'angoisse. Je pensais être libre et en fait, c'était l'angoisse du lendemain en permanence. C'était vraiment atroce. Et en fait, j'ai trouvé un compromis, c'est que je suis retourné dans le monde du salariat classique en tant que consultant, mais à temps partiel. Ce qui me permettait en fait de. Bon, je prenais du plaisir dans mon boulot, hein, mais j'étais coach agile chez, bon, dans des grosses boîtes comme Air France, comme ce genre de boîte. Et j'y avais du plaisir, mais surtout j'avais beaucoup de plaisir à faire les autres activités. Et c'est là où j'ai eu cet équilibre qui m'a permis de faire bah, tout ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais alors, ça répond à pas mal de questions qui sont posées en parallèle. Mais justement, Chris te demandait, là, parce que tu as parlé de ton expérience freelance, et il te demande si cette expérience de freelance n'a pas comblé ton désir d'indépendance et d'émancipation. Parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent du freelancing ou enfin, de Ouais, ouais, ouais. l'entrepreneuriat. Donc, En voilà. fait, deux choses. Je pense que déjà, certains sont très. J'étais au téléphone hier avec une, une femme qui est très expérimentée, qui est freelance, qui adore ce qu'elle fait et qui a la chance de pouvoir dire à ses clients, je ne travaille pas le mercredi, je ne travaille pas le vendredi. Sauf qu'en réalité, alors je pense que c'est aussi lié à l'expérience, à l'âge et au domaine d'activité. C'est-à-dire que moi, j'avais à la fois aucune liberté dans le fait de pouvoir imposer ou non, de pouvoir imposer mes rythmes. Mes rythmes m'étaient imposés par mon client, donc en réalité, j'étais pas libre. Mais surtout, en fait, moi, je voulais aussi de la liberté d'exécution. Et en fait, je me suis rendu compte, donc par exemple, j'étais en gros responsable communication, j'écrivais des articles, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que de la même manière, je pensais être libre en étant freelance, et en réalité, je me suis retrouvé confronté, comme avant, au fait que ce que j'écrivais était dépendant, et ce qui est normal, hein, était dépendant des besoins de l'organisation. Et je ne pouvais pas prendre tout mon temps pour écrire ce que je voulais, l'article que je voulais, sous l'angle que je voulais. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, bah, c'est le jeu, quoi. Je suis payé, mais je suis payé pour servir les intérêts d'une entreprise. Et ma réflexion, c'était de me dire, comment est-ce que je peux faire pour m'émanciper de ça, c'est-à-dire pour avoir des moments où je puisse servir mes propres intérêts, où je puisse avoir du temps non contraint. Donc pour finir de répondre à la question sur le freelance, je pense que ça peut être vraiment génial si on est passionné par ce qu'on fait, si on a la chance d'avoir des missions longues, pour pas, parce que sinon c'est beaucoup de stress de se demander de quoi va être fait demain. Et là, je peux vous dire que là, en ce moment, les freelances, c'est les freelances et les consultants, c'est les premiers qui ont été virés dans les grandes organisations. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à toucher les 1500 euros là, promis par l'État Mm. et qui se demandent comment ça va se passer l'année prochaine. Parce que, comme je vous disais, je pense que c'est que le début. Là, le directeur général de Danone Annoncé. a Ouais, annoncé annoncé les ouais, suppressions. 1500 à 2000 suppressions de postes en disant en disant qu'ils relocalisent. Bon, bref, leur plan de transformation, c'est du 100% local maintenant. Euh, donc voilà, je pense que ça va être compliqué dans le moment à venir. Je pense que c'est pas le moment de se lancer dans le freelance, sauf si vous êtes Attention. développeur aguerri. Oui, effectivement, dans certains secteurs. On a une autre question, Valentin. Quelle stratégie proposes-tu pour identifier la bonne alternative, faire le tri et placer le curseur entre les représentations idéalisées et les peurs? Tu peux répéter la question? Alors, je ne sais pas si tu les vois dans le chat. Quelle stratégie tu proposes donc, pour arriver à identifier la bonne alternative? Donc, savoir faire le tri et placer le curseur entre les représentations qu'on a qui sont idéalisées et les peurs. On a, comment tu fais le passage? En fait, je pense que il y a un peu de ça, non? Ouais, Arriver à savoir. bah, Oui, pardon. je pense déjà, c'est pour ça que je disais que la première des
la première des étapes, c'est de se poser la question d'identifier ses souffrances. C'est-à-dire que identifier la bonne alternative, c'est identifier quelle est la souffrance qui est vraiment insupportable. Euh, Parce que par exemple, si c'est vraiment l'environnement de travail qui est insupportable, bah, le fait de devenir freelance et de pouvoir travailler de chez soi, ou en tout cas le fait d'aller postuler à une entreprise où le télétravail, c'est 3 jours par semaine, mettons, ou dans une entreprise où il y a des bureaux séparés. Bon, bah, par exemple, ça peut devenir un nouveau critère pour identifier une alternative. C'est-à-dire que l'alternative, elle peut être sur le métier, elle peut être sur l'environnement, elle peut être sur l'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Donc, je pense qu'il faut identifier et essayer de qualifier ces douleurs et ces souffrances pour savoir quelle est la meilleure alternative pour soi, parce qu'en plus, c'est pas la meilleure alternative en général. Moi, je sais que je suis assez sensible de l'environnement de travail. Je sais que c'est là-dessus surtout sur lequel je vais me focaliser. Mm. C'est-à-dire que ce que je fais, pour moi, n'a pas forcément une importance capitale. Et c'est plutôt où je le fais, comment je le fais qui est important. Mm. Le fait d'avoir un manager des gens autour de moi qui ont confiance, qui ait un peu de reconnaissance. Donc, Mm. Après, beaucoup de personnes se posent la question, enfin, très pertinente, qui est par rapport à sa vie personnelle aussi. C'est pas, voilà, on se pose les questions pas de la même manière. Enfin, en tout cas, on ne prend pas les décisions aussi facilement, qu'on soit célibataire, en couple, avec des enfants ou pas. Enfin, mhm. voilà, fonction de sa vie personnelle. Donc, tu as une question qui est quel est ton statut pour avoir cette approche détachée? Euh, je suis en couple, j'ai pas d'enfant, je suis pas propriétaire. Et puis surtout, j'ai accepté. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que, et je comprends hein, qu'on peut avoir peur de se retrouver avec beaucoup moins. J'ai pris la décision de me retrouver avec 1 500 € par mois pour vivre et de me dire que au lieu de. Il y a un moment, j'étais payé 2005, quoi, enfin, pour être transparent en tout cas avec vous. Et donc, de me dire, je vais faire des sacrifices matériels bon, qui en sont en fait, que j'ai pas vécu si mal que ça, dans la mesure où j'ai eu l'impression de gagner énormément en confort de vie et en charge mentale liée au travail. Et, et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un statut assez enfin, privilégié, je sais pas, mais en tout cas, où j'ai les bonnes conditions pour me poser, pour me poser les questions et pour vivre de manière plus douce, on va dire. Mm. Oui, parce que par exemple, une famille monoparentale, un parent qui est seul, qui élève seul son enfant, ne pourra pas forcément réaliser les mêmes choses. Après, effectivement, l'idée de ce livre, c'est pas forcément de tout plaquer. Évidemment, le titre est assez agressif volontairement aussi, hein, le titre du livre, mais c'est pas pousser forcément à démissionner, mais en tout cas, vous posez cette question qui est importante et Mhm. comme tu dis, qui peut être une grosse charge mentale, et au moins trouver d'autres formes d'approche, enfin en tout cas déjà de réfléchir à son rapport au travail, ce qui est important, ce qui veut pas dire qu'on va tout de suite démissionner dans la foulée ou demander une rupture conventionnelle, mais au moins déjà réfléchir sur ce rapport qui fait qu'on est en souffrance et comment, avec des petites choses, des petits outils, ceux que tu proposes notamment, en tout cas ta réflexion à toi, comment amener la réflexion vers autre chose, vers un autre projet à construire Mhm. peut-être plus ou moins vite, en fonction de sa situation personnelle évidemment. Alors là, il y a Anne-Gaëlle qui nous dit on parle beaucoup des différences entre les générations, on parle beaucoup de nouveaux types de management plus collaboratif, dans la confiance, responsabilisation des collaborateurs, on parle d'agilité, de change management. Mais le problème ne vient-il pas du fait que l'entreprise ou le management a du mal à s'adapter rapidement à toutes ces nouvelles idées? Alors déjà, moi je pense qu'il n'y a pas, enfin en tout cas dans les attentes, je pense pas qu'il y a des différences significatives qui soient générationnelles. Je pense que c'est vraiment une différence structurelle, c'est-à-dire que euh, l'évolution du travail, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont surqualifiés dans les postes, dans leurs postes, de plus en plus de gens qui veulent, enfin, je veux dire, à peu près tout le monde veut un management plutôt bienveillant, quoi. Personne n'a envie d'un management autoritaire. Euh, alors après, le fait qu'on nous délègue plus ou moins la responsabilité de faire ces tâches, bon, ça peut différer, mais, euh, mais en tout cas, oui, ça c'est clair qu'il y a un problème d'adaptation du management qui est là en train de dire quand même, le gros problème de notre entreprise, c'est qu'il faut s'adapter, donc il faut que vous vous adaptiez.
Tout ce qui est, j'ai été coach agile, alors je vois ce que ça veut dire que d'aller dire qu'il faut plus de transparence, de confiance, de responsabilité. Est-ce que c'est réellement? C'est-à-dire que souvent, c'est pour les équipes et les managers et ceux qui sont plus hauts dans les hiérarchies ne se l'appliquent absolument pas. Euh, et il y a aussi, il y a un truc un peu dégueulasse qui est fait par l'entreprise, qui est de dire que l'agilité, la transparence, la confiance, c'est fait pour le bien des salariés. Or, en réalité, c'est fait pour gagner plus d'argent, pour rationaliser encore plus euh, rationaliser le travail, quoi. Et donc, jamais ne se pose la question dans ces organisations qui veulent devenir agiles de comment on répartit l'augmentation de la productivité liée à ces nouvelles pratiques, par exemple. Euh, donc, je ne sais pas si j'ai trop répondu à ces questions, mais voilà ce que j'en pense de l'agilité et de la différence des attentes générationnelles. Alors, on a une question. Je n'ai pas encore acheté votre livre. Que pouvez-vous dire sur votre livre pour convaincre un potentiel acheteur? Quelle différence par rapport aux nombreux livres de développement personnel et professionnel qui encouragent à oser et à choisir sa propre voie? Ah, Valentin, tu vas avoir des choses à dire sur le développement personnel. Non, mais voilà. Après, moi, je me suis posé cette question de comment est-ce que j'aborde le livre, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais écrire. J'ai 3 projets de bouquins, j'ai plein de projets qui ont rien à voir avec le travail salarié, etc. Mais moi, j'ai décidé que le livre, il fallait qu'il soit réaliste et que l'idée, c'était pas de dire, comme beaucoup de livres, tout le monde doit devenir entrepreneur, tout le monde doit devenir start-upper, tout le monde doit devenir freelance pour être heureux, quoi. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on ferait mieux de se poser la question, parce que en plus, souvent, c'est des gens et ça n'a pas marché. Enfin, moi, je vois combien de personnes que j'ai rencontrées depuis que je fais des articles de blog et qu'on se rencontre. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais des gens qui maintenant, en plus, conseillent des freelances, alors que pour eux, ça ne marchait pas en freelance, conseillent des entrepreneurs sur comment faire leur business plan, alors qu'ils ils ont jamais réussi à faire décoller leur entreprise personnelle à ce moment-là et que maintenant, il se crée une image de marque autour de ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Et c'est un peu le problème des sortes de gourous qui conseillent aujourd'hui. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est dire que toutes les solutions sont en soi-même. Et la différence, c'est que moi, mon livre, c'est dire non, les réponses, il faut les trouver en critiquant le système et en imaginant des alternatives. Alors, c'est vrai que c'est sympa de dire c'est sympa d'être toujours positif, de dire qu'on peut toujours s'en sortir en essayant de mentalement se dire que c'est comment qu'on devrait faire un effort sur soi, etc. Mais je pense que c'est bien plus. Un plus Je pense que complexe. Et pas, ça ne concerne pas que soi. je pense que c'est bien plus puissant que de Mm. critiquer le système dans lequel on est, quoi. Et surtout, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Euh, enfin, pour ceux qui l'ont lu ou qui le liront, c'est un livre introspectif et réflexif autour du travail et qui utilise le jeu, qui utilise la narration avec le jeu comme si c'était que moi qui étais en train de vivre, qui était en train de vivre pour essayer de poser les bonnes questions et essayer de critiquer le système. Et d'ailleurs, un des derniers chapitres qui est euh, euh, à la réponse qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de mon mieux. Ça symbolise assez l'espèce d'humilité que j'ai essayé de transcrire dans ce livre, c'est-à-dire ça va pas être évident, mais il faut essayer de faire de son mieux pour être libre. Comme te disait quelqu'un, c'est pas évident si moi j'ai des enfants, si j'ai un crédit, etc. C'est vrai. Mais l'idée, c'est pas, l'idée, c'est de faire de son mieux pour essayer d'arriver à être libre et de s'émanciper du travail. Alors moi, j'ai une dernière question, Valentin, avant de clore ce webinaire. Est-ce que tu as trouvé ta place dans ce monde après toutes ces expériences? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Bon, tu es épanoui et que tu as trouvé ta place autrement par le travail ou en dehors du travail? moi, je pense que c'est le travail d'une vie, c'est-à-dire que la question, elle se Enfin, à pose l'instant pas, T. voilà, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis content, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir
imaginer mes 3 prochains projets. Bon, bah voilà, pour l'instant, ça s'arrête là, puis on verra bien ce qui. Et je suis tout à fait prêt à re-rentrer dans le monde du travail le plus classique possible. Parce qu'à un moment, je m'étais dit, non mais voilà, je suis passionné de réparation de vélo, voilà, je peux peut-être ouvrir un centre de réparation de vélo. Mais en fait, pas du tout. J'aime bien faire ça pour le plaisir, j'ai pas envie de faire ça sous la contrainte. Mais par contre, je serais prêt à être consultant de nouveau, gagner ma vie correctement pour travailler pas trop, mais pour pouvoir faire justement ce qui me rend heureux. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rencontré par téléphone, enfin, une amie qui est près de chez moi et qui était architecte à Londres, qui a travaillé 3 ans d'arrache-pied à Londres et qui à un moment a dit bah non, j'arrête tout et qui maintenant vit dans un van en Espagne. Alors je dis pas ça parce que ça serait une alternative, mais en tout cas, elle s'est dit bah moi ma passion c'est l'escalade, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir décider quand est-ce que je lis, quand est-ce que je me réveille, quand est-ce que... Bon, alors, c'est vraiment le cas extrême, mais je pense que c'est assez symbolique aussi d'une génération. Alors, quand je dis d'une génération, c'est pas d'une génération, la jeunesse, ou c'est notre génération actuelle. C'est de se dire, bah voilà, on est en train de flinguer un peu la planète, on sent qu'on n'a plus trop la main mise sur les décisions politiques et économiques du pays. Donc, bon, il y a ce truc aussi, cette, euh, cette petite sonnette qui nous dit bon, le temps, c'est notre bien le plus précieux, quoi. Donc on essaie de tous faire en sorte de, de le passer le plus agréablement possible. Donc voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire, quoi. Pour répondre aussi à la question de est-ce que j'ai trouvé ma place. Je l'ai trouvé pour le moment, et puis après, on verra ce que la vie fera, où elle me mènera. D'accord. Merci Valentin. Et on finira sur une phrase très sympathique de Nettie qui dit: ton livre m'a aidé à prendre du recul par rapport à ma situation et à entamer ma réflexion plus sereinement. Donc on espère que chacun y trouvera son compte, que chacun arrivera à réfléchir à partir voilà, de ton livre qui est très généreux, où tu te donnes beaucoup de toi et où effectivement, comme tu dis, tu ouvres plein de perspectives pour les autres. Donc, longue vie à ton livre et on espère que ce webinaire vous aura plu. On va peut-être terminer. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a un tirage au sort en ce moment. Voilà. Donc, Caroline a tiré un nom au sort. Donc, la personne ou les personnes qui auront la chance de gagner le livre vont être contactées par mail. Voilà. Très prochainement, là, dans la foulée, je crois. Merci à tous. Merci à tous. Merci Valentin. Et voilà, n'hésitez pas à lire ce livre, à le partager. Et on espère que vous trouverez votre place au travail dans les Ouais, puis prochains surtout, vous mois. laissez pas faire, hein. Surtout en ce moment, faut pas se laisser faire. Et puis, il faut en parler avec ses collègues quand ça va pas. Essayer de. Enfin, voilà, faut pas se laisser abattre. Faut pas hésiter à se téléphoner. Voilà. Voilà, voilà le mot de la Merci à fin. Très tous. positif. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt.